Abordons tout d'abord quelques évolutions techniques qui ont abouti à un changement majeur et déterminant dans l'histoire de la technique photographique, c'est-à-dire qui ont permis la conquête de l'instantané. En effet, le temps de pause, qui est surtout la conséquence de la sensibilité du support et de la luminosité de l'objectif, a longtemps freiné l'invention de la photographie et est ensuite resté très longtemps une des préoccupations majeures des photographes et inventeurs. En effet, les premiers procédés réclament un temps de pause très long. Le point de vue du gras, la plus ancienne photographie que nous ayons encore en notre possession, rappelez-vous, nous l'avons vu dans l'épisode précédent, a réclamé une pause d'au moins une journée entière, si ce n'est plusieurs jours. Le daguerréotype opère ensuite une petite révolution en ramenant le temps de pause à moins d'une heure, voire quelques minutes en extérieur et par beau temps. Il est d'ailleurs plutôt plus rapide que le procédé de Talbot, le calotype. Les photographes professionnels, puis le grand public, attendent des photographies instantanées, des captures de sujets en mouvement rapide, et beaucoup de scientifiques, professionnels ou amateurs, vont chercher à augmenter la sensibilité des émulsions, qui était le véritable point noir de la technique. C'est l'invention du collodion humide dans les années 1850 qui ramène le temps de pause à quelques secondes. Là encore, la paternité du procédé serait partagée entre le français Le Gray et l'anglais Scott Archer. Pour autant, le procédé ne permet pas d'atteindre le Graal immédiatement, puisque procédé humide, comme son nom l'indique, il comporte des inconvénients que n'ont pas les procédés secs. Il demande une préparation longue et exigeante et une prise de vue immédiate, sans quoi il sèche et perd ses propriétés. Adieu donc la spontanéité et la portabilité. C'est le gélatino-bromure d'argent inventé dans les années 1870 et amélioré dans les années 1880, procédé sec donc plus pratique, qui permet de transporter un appareil à la main avec des temps de pause autour du 60e de seconde qui finira cette évolution, puisque c'est ce même procédé qui sera utilisé tout au long du XXe siècle et même encore aujourd'hui. Parallèlement, ces formidables évolutions techniques posent un nouveau problème. En effet, les photographes étaient habitués à limiter les longs temps de pause au bouchon, c'est-à-dire en débouchant et rebouchant l'objectif à la main pour laisser passer la lumière le temps nécessaire. Quelques secondes de décalage sur une prise de vue de plusieurs minutes, ce n'était pas bien grave. Mais faire une prise de vue précise au 60e de seconde à la main, c'est autre chose. Après des décennies de procédés plus ou moins artisanaux, comme la méthode de la guillotine qui consiste à laisser glisser une feuille de papier sous son propre poids pour limiter le temps d'exposition, et après des premiers essais mécaniques qui avaient la malencontreuse conséquence de faire trembler toute la machine, est inventé finalement l'obturateur mécanique dans les années 1880. Et cela permet alors le passage de l'encombrante chambre photographique au petit format plus léger et plus maniable. On ne peut pas parler d'instantané sans évoquer le nom de deux photographes de l'époque qui y ont consacré leurs recherches. Le britanno-américain Edward Muybridge et le français Jules-Étienne Marey. Muybridge, qui est par ailleurs un photographe renommé et qui s'intéresse à la stéréophotographie, on va y revenir, entend parler en 1872 de la polémique dite du galop du cheval. Ça n'a l'air de rien, mais à l'époque c'est un gros débat. Jules-Étienne Marey affirme que lors du galop, le cheval n'est totalement en l'air qu'une fois, contrairement à d'autres scientifiques. Un prix international est même créé pour résoudre ce problème. Bien entendu, c'est notre ingénieux Muybridge qui va résoudre l'affaire en faisant courir un cheval devant 12 appareils, ou 24, selon les versions. Durant sa course, les pattes du cheval tirent un fil qui provoque la prise de vue successive de chacun des appareils. Ainsi, Muybridge parvient à décomposer le mouvement du galop du cheval et à donner raison à Jules-Étienne Marey. Cet épisode ouvre chez le photographe un grand intérêt pour la photographie de mouvement et il inventera par la suite le zoopraxiscope, répétez après moi, zoopraxiscope, qui permet de voir des images animées et qui est considéré comme l'un des ancêtres du cinéma. Muybridge publiera Animal Locomotion, un livre en 11 volumes, qui comme son nom l'indique, contient toutes les photographies qu'il a prises des animaux en train de se mouvoir. Après Muybridge, et après l'avoir rencontré en personne, c'est Jules-Étienne Marey qui s'intéressera à la photographie en mouvement. Il cherche lui aussi à décomposer le mouvement des animaux et des hommes de manière plus simple que Muybridge. Il invente alors le fusil photographique, qui fonctionne comme une sorte de mitraillette photographique à 12 coups, puis il inventera la chronophotographie, qui permet de rassembler sur un même support plusieurs prises de vue, généralement un sujet blanc en mouvement sur un fond noir, pour une meilleure lisibilité. Cela donne lieu à des images tout à fait fascinantes. Pour revenir à des préoccupations plus techniques, mais qui nous porteront vers des considérations sociologiques, parlons maintenant du développement de la photographie amateur à la fin du 19e siècle. Et à l'un de ses acteurs principaux, Kodak, la société de George Eastman. En effet, jusque-là, la photographie amateur est plutôt l'apanage des riches bourgeois, qui ont le temps, l'argent et les connaissances nécessaires pour s'adonner joyeusement à leur passe-temps favori. C'est le gélatino-bromure d'argent perfectionné, comme nous l'avons déjà dit, dans les années 1880, qui simplifiera beaucoup les choses. Plus simple d'utilisation, plus léger, plus facile à fabriquer à grande échelle, il a tous les avantages qu'on attendait pour développer la photographie de manière industrielle. En 1888, George Eastman commercialise le premier film souple pour petit boîtier, qu'il appelle Kodak, contenant 100 vues pour 25 $. Dans le même coup, il invente l'un des slogans les plus célèbres de l'histoire de la photographie et de l'histoire du slogan tout court. You press the button, we do the rest, qui résume bien son ambition, qu'il réalisera largement, ouvrir la photographie au monde industriel pour que le plus grand nombre puisse la pratiquer. L'utilisation est extrêmement simplifiée
puisque l'utilisateur ne s'occupe plus que de faire la prise de vue, laissant aux usines Kodak le soin de développer et tirer ses photographies et de recharger son boîtier d'un nouveau film. En 1900, le célèbre Brownie à $1 achève d'ouvrir le champ de la photographie amateur qui n'en finira dès lors plus de se développer.